moment que tout le monde attend, évidemment, un peu comme si ce colloque avait été organisé pour annoncer, préparer, autoriser et justifier les conclusions de Roger Chartier, qui m'a demandé d'être avec lui à cette table. Et je ne vais pas quand même me donner le ridicule de présenter ici même Roger Chartier, que vous connaissez toutes et tous, qui est professeur honoraire au Collège de France, où il a été titulaire d'une chaire sur écrit et culture de l'Europe moderne. Donc, vous voyez qu'on est au cœur des sujets qui nous intéressent. Vous connaissez tous ses travaux sur l'histoire du livre, sur l'histoire culturelle, sur l'histoire des origines culturelles de la Révolution française, et sans doute aussi ses ouvrages les plus récents, notamment édités et traduits aux éditions de l'école dans la collection Hautes Études, publié, je pense, en 2021, et Cartes et fictions, plus récemment, aux éditions du Collège de France, sans parler des nombreuses publications en espagnol, en anglais. Donc je m'arrête là, et dans d'autres langues, mais je ne vais pas occuper tout son temps de parole en faisant la liste de sa bibliographie que vous connaissez. Et je lui cède immédiatement la parole pour que se déversent sur nous peut-être les cataractes, non pas de l'imagination, mais de la réflexion. Et merci beaucoup, une fois de plus, Roger. Merci, Antoine. Avant de commencer, je crois que je pourrais parler au nom de tous, les communicants, les présidents de séance, les auditeurs, pour vous remercier, vous et le comité d'organisation, pour ces deux très belles journées, et remercier aussi Jean-Louis Fassi et tous les personnels techniques du Collège de France qui ont apporté aide et attention durant ces 2 jours. Alors, après 15 magnifiques communications, mon intervention ne sera ni un bilan, ni un résumé, mais plutôt un témoignage d'une écoute attentive, je l'espère, avec bien sûr les biais qu'implique cette position, c'est-à-dire la réception, l'appropriation de ce qui a été dit pendant ces 2 jours à partir d'intérêts, de recherches ou de lectures qui sont celles de l'auditeur, dans ce cas-là, les miennes. Et alors, selon une habitude que je crois bonne, je ne citerai aucun nom des présents ou des intervenants, des auteurs de communication, mais j'espère bien sûr qu'ils se reconnaîtront et qu'ils seront reconnus par vous au fil de cet exposé. Alors, ce colloque était d'emblée ambitieux ou audacieux, dans la mesure où il s'agissait de donner une réponse d'aujourd'hui à la question de 1784, qu'est-ce que les Lumières? Et une réponse qui se fondait sur une insatisfaction devant les réponses jusqu'ici proposées, d'où, dans l'exposé des motifs du colloque, cette affirmation « il est temps de changer de paradigme ». Et cette affirmation était en quelque sorte la formule moderne du sapere aude de Emmanuel Kant. Du coup, ce nouveau paradigme suppose un déplacement fondamental de l'usage public de leur raison par des personnes privées à un usage publicitaire des émotions par des personnes publiques ou qui sont devenues publiques. La première formulation, qui est la formulation kantienne, dans Qu'est-ce que les Lumières, mettait l'accent sur la circulation de l'écrit, sur les usages critiques et philosophiques de la raison devant le grand public qui lit. Et de là, elle fondait cette perspective les notions de sphère publique, espace public, opinion publique. Le déplacement suggéré par le colloque, l'esquisse du nouveau paradigme, met l'accent sur la dimension émotionnelle spectaculaire des formes de communication et de publicité qui caractérisent le temps des Lumières. Elle met aussi l'accent sur la tension entre une fragmentation des publics, localisés dans différentes formes, à différentes échelles de la sociabilité, et, par ailleurs,
leur potentielle universalité. Et de là le fondement des notions qui ont été maniées de communication médiatique, de communauté médiatique ou de révolution médiatique. Du coup, le colloque des 2 jours était comme une mise à l'épreuve de cette perspective, de cette volonté de transformer un paradigme reçu, habituel, commenté à partir de notre manière de penser les pratiques et les représentations, les discours ou les gestes du XVIIIe siècle. De là, une première évidence qui est l'importance qu'il a donnée au périodique. Cette importance, dans de nombreuses communications du colloque, correspond évidemment à un fait historique essentiel qui est à la fois la progression du nombre de nouveaux périodiques, pour certains éphémères, pour d'autres durables, dans tous les pays européens pendant le XVIIIe siècle. Une statistique allemande, si dans la décennie 1720, 133 titres nouveaux avaient été fondés, dans la décennie 1790, ils sont 2225. Et accompagnant cette croissance qu'on retrouverait ailleurs, une transformation des genres des périodiques et de leur contenu, donnant par exemple, dans le cas allemand, une importance particulière aux périodiques littéraires ou bien aux périodiques qui se donnent comme des moralischen, moraux, éthiques, discutant des questions du jour. Du coup, on a là une première réalité que parfois il ne faudrait pas opposer trop brutalement à la réalité du livre, dans la mesure, comme il a été rappelé, où certains périodiques se présentent comme étant les différents cahiers d'un livre à venir. Et de ce point de vue-là, l'homogénéité des formats ou la pagination continue de chaque périodique au fur et à mesure de la publication des livraisons, voire même typographiquement une continuité dans les signatures typographiques, laisse penser que l'horizon, sinon de lecture, mais du moins de conservation du périodique, est une forme de livre. Dans le colloque, on peut voir comment les formes de périodiques qui ont été privilégiées étaient évidemment d'abord ces périodiques qui sont des périodiques d'annonces, les affiches, aussi bien à Paris ou dans les colonies, ces contenus étant des transactions commerciales, des annonces publicitaires ou des informations. Première catégorie de périodiques qui sont, comme il a été dit, comme des traces d'action. Et face à ces périodiques, il y a comme d'un côté le sentiment ou la perception d'un fourmillement, d'une sorte de bruissement, de vertige devant cette immense accumulation de petits faits, de transactions, d'échanges, de rencontres, de communications. Et en même temps, il y a, dans une seconde perspective, l'idée qu'un rôle est joué par ces périodiques dans ce qu'on pourrait appeler une inversion de la distribution de la fonction auteur, pour citer Foucault, puisque c'est dans la même période où l'on voit, comme le montre un livre récent de Lodovica Braida, L'autore assente, que des genres qui ont acquis l'identité en raison de la présence d'un nom d'auteur circulent de manière anonyme, alors qu'il a été montré que l'anonymat des annonces dans les périodiques ou l'indication d'un certain nombre de noms propres déplaçait cette fonction auteur, non plus sur des textes, des livres, des articles, mais sur des procédés, sur des pratiques et sur des compétences. Donc il y a un intérêt fondamental dans cette première approche des périodiques d'annonces et d'avis, où deux questions m'ont paru importantes, l'une, ou deux notions. L'une qui est celle de la distinction, puisque ces périodiques conduisent à affirmer des identités sociales à partir de consommation,
considérée comme distinctive, et la deuxième notion fondamentale étant évidemment celle du crédit, qui donne autorité, authenticité aux annonces anonymes et qui peuvent renvoyer à la dynamique propre de la publication. Une seconde catégorie de périodiques a retenu l'attention, ce sont les périodiques politiques, formation ou information de l'opinion, manipulation de cette opinion, et dans le cas étudié, il y a un auteur qui existe à travers une douzaine de périodiques où il collabore ou bien il en est le directeur, entraînait une importance fondamentale du capital symbolique des individus en rapport avec l'autorité qu'on leur accorde, et ce capital symbolique pouvant être à la fois institutionnel, savant ou relationnel. Cette deuxième forme de périodique, plus immédiatement inscrite dans le champ des nouvelles tensions, conflits politiques, on l'a retrouvée avec la circulation des nouvelles, et en particulier à propos de la Révolution française dans l'Espagne de la fin du XVIIIe siècle, et on l'a retrouvée aussi dans le périodique comme support d'une expression politique dans le temps des indépendances des colonies espagnoles dans les décennies 1810 et suivantes. Une troisième catégorie de périodiques qui a retenu l'attention est celle du périodique qui implique un jeu, qui se donne à lire à partir d'une expérience personnelle, avec cette tension ou différence qui peut exister entre ceux qui, reprenant le titre de Addison et Steele, se présentent comme des spectateurs du théâtre du monde, et la métaphore dramatique est sans doute présente, et d'autre part ceux qui se présentent comme des espions dévoilant les secrets que les puissants voudraient conserver, et là établissant un lien étroit avec une catégorie des livres prohibés, publiés par exemple par la Société typographique de Neuchâtel, participant de la liste des ouvrages interdits et dont le titre était L'espion. Finalement, cette dimension importante du périodique se rencontre aussi dans le périodique comme le lieu d'inscription de la controverse. Et bien sûr, c'est la controverse philosophique, si l'on pense au texte des années 80 à Berlin, mais c'est aussi la controverse sur des savoirs savants, et en particulier sur des savoirs médicaux. Comme si le XVIIIe siècle déplaçait le terrain possible d'une controverse scientifique qui a ses lettres de noblesse à partir du XVIIe siècle, en particulier avec les études de controverse qui sont un élément essentiel des Science Studies, Boyle et la Royal Society contre Hobbes, mais avec une formulation nouvelle du fait même que cette controverse, prenant place dans les périodiques, peut entraîner affirmation, réponse, réponse à la réponse. Nouvelle forme de publicité pour ces controverses savantes, impliquant sans doute des lecteurs et des acteurs plus nombreux que dans les cadres des controverses menées soit par des textes académiques, soit par la publication de livres préalablement, et controverses accompagnées par la présence de ces débats savants, scientifiques, médicaux, dans une sphère plus large même que celle de l'examen critique, et qui pouvait être celle du divertissement, du spectaculaire ou du spectacle. On peut penser à la Pietra Mesmerica de Despina dans Così fan tutte. Et finalement, dans cette analyse des périodiques, et là, comme lieu de la possible de l'installation de la controverse, on peut penser évidemment qu'accompagnait
cette forme tous les spectacles de la science qui, même si, comme l'avait montré Christian Licope, ne sont plus décisifs pour la preuve, conservent néanmoins une grande force d'attraction des publics. Et là encore, dans ces controverses transmises par et dans la presse, on voit les tensions ou accumulations des critères qui permettent une authentification et qui ne sont pas seulement liés avec les contenus de savoir qui sont proposés, mais qui sont liés, on l'a vu sur des pages de titres, à l'affirmation d'appartenance institutionnelle, par exemple aux académies, par des responsabilités administratives que le savant a reçues, comme si du coup il y avait une efficace de sa propre production de connaissances, ou bien encore par la référence à la protection princière et à la sociabilité aristocratique. Je pense que un des axes essentiels du colloque ont été ces analyses précises, méticuleuses, multiples des périodiques. Mais la révolution médiatique, évidemment, ne peut pas se limiter avec cette attention portée à l'écrit. Elle est caractérisée aussi par les dispositifs nombreux de la culture visuelle et par la circulation des images. On a eu évidemment un exemple privilégié avec la technique si populaire de reproduction du portrait, mais on peut y ajouter évidemment toutes les autres formes de présence iconique des individus, les bustes, les statues de cire, les figurines de céramique, les médaillons en terre cuite, et au-delà même les gravures qui viennent s'ajouter ou se substituer au texte dans les grandes controverses du temps, par exemple pour l'affaire Calas. Alors dans cette analyse des modalités de la culture visuelle, il me semble qu'il y a trois enjeux fondamentaux. Le premier, c'est celui d'une forme de réciprocité qui a pu se mettre en place entre des individus bien réels, mais devenus des icônes, et des personnages de fiction imaginaires, mais perçus comme des êtres réels. Le roman Pamela serait un exemple topique de ce croisement avec la représentation soit de l'héroïne et des autres personnages, soit la représentation de scènes du roman sur des tableaux, sur des peintures murales dans les jardins de Vauxhall à Londres, des théâtres de figurines de cire dans les rues de Londres, ou encore la présence des personnages ou des scènes sur des éventails. La seconde question ou enjeu a été le rôle des représentations iconographiques dans les processus de l'individualisation. Processus de l'individualisation qui, évidemment, ne sont pas seulement iconographiques, puisqu'ils peuvent être juridiques, si l'on pense au fondement même de la propriété littéraire rapportée à ce qu'il y a de plus intime dans l'individu. Deux textes fameux, celui de Diderot, quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. Et on trouverait dans une modalité moins sentimentale et plus conceptuelle un équivalent dans les textes de Fichte défendant l'idée de la propriété de l'auteur sur son texte, parce que sinon les idées du texte, qui peuvent être communes ou doivent être communes, mais du moins la manière de les énoncer,
de les articuler est absolument spécifique, inscrite dans l'identité propre de l'individu. Je dis juste cela, chacun a son propre cours d'idées, sa façon particulière de se faire des concepts et de lier les uns aux autres. Comme des idées pures sans image sensible ne se laissent non seulement pas penser, d'autant moins présenter à d'autres, il faut bien que tout écrivain donne à ses pensées une certaine forme et ne peut leur en donner aucune autre que la sienne propre, car il n'en a pas d'autre. Et de là, la conclusion, aussi, cette forme demeure-t-elle pour toujours sa propriété exclusive. Donc, une formulation juridique et esthétique de cette individualisation. On peut en trouver aussi une formulation savante dans les dispositifs d'affirmation d'une autorité singulière dans le cadre des controverses. On peut en trouver une affirmation culturelle, puisque ce qui est cette individuation radicale de l'auteur peut être projeté aussi sur le lecteur. Dans le grand public qui lit, chacun lit d'une manière spécifique, particulière, individuée. Et finalement, on pourrait en trouver le paradoxe dans une affirmation d'individualité, alors même qu'elle est masquée par l'anonymat, mais peut être déchiffrable pour les siècles à venir. Le troisième enjeu, le plus fondamental de cette culture iconique au temps des Lumières et de la Révolution médiatique, est sans doute les deux modalités de relation qui ont été pensées et pratiquées entre les textes et les images. La première modalité est héritée de la première modernité. Elle est celle de l'équivalence. Les images et les textes sont deux langages différents, mais ils ont la même capacité d'expression. Ils ont la même capacité d'énoncer des contenus sémantiques. Ut pictura poesis. Et c'est une idée fondamentale défendue avec un grand art et savoir par notre collègue espagnol Fernando Bauzá. La deuxième modalité est une modalité renforcée, sinon née au XVIIIe siècle, et qui est celle qui fait penser les images comme des suppléments qui montrent ce que le texte ne peut énoncer. Par exemple, la synchronie des actions, et qui sont capables, ces images, accompagnant ou hors les textes, de transmettre des significations qui, dans le cas où elles accompagnent un texte, sont des significations latentes, sont des significations absentes, implicites. Et c'est pourquoi, en parlant le déridien, on peut parler de substitut. Mais comme, dans la même perspective, le substitut de supplément. Le supplément peut devenir substitut, et du coup, l'image, ça peut être le cas pour les romans du XVIIIe siècle, ça peut être le cas pour les Don Quichotte du XVIIIe siècle. Il y a comme le supplément se transforme en substitut et l'écrit prend la place, l'image prend la place d'un écrit qui n'est pas lu, mais qui est connu à travers de la représentation iconographique. Et il m'a paru que cette tension entre l'équivalence et le supplément, pouvait peut-être s'appliquer aussi, avec une modalité spécifique, pour les relations qui existent entre la parole vive et la transcription écrite. Mais dans ce cas-là, avec une sorte d'inversion de la trajectoire, le point de départ, ce serait l'accent mis sur l'irréductibilité entre la parole vive, les émotions qu'elle produit, les enthousiasmes ou les inquiétudes liées à la rhétorique. Et les textes de Malesherbes ou de Condorcet pourraient appuyer cette idée d'une irréductibilité qui peut être pensée par eux comme dangereuse et par d'autres comme étant enthousiasmante. Et une trajectoire
qui irait de ce constat d'une irréductibilité à la présence ou l'invention de dispositifs qui permettent une transcription écrite sans reste, sans perte des paroles vives. C'est la technique qui a été évoquée de la tachygraphie, ou du journal Le Tachygraphe pendant les assemblées révolutionnaires, qui sont des comptes rendus à l'identique de ce qui a été dit, et donc qui supposent, devant la faiblesse de l'être humain pour enregistrer sans reste ou sans perte cette parole vive des inventions techniques. Et la question qui pourrait se poser serait de savoir s'il s'agit là d'une nouvelle forme donnée à des inventions qui sont beaucoup plus anciennes, puisque les méthodes de sténographie ont été multipliées dans l'Angleterre entre 1560 ou 1580 et 1640, ou s'il s'agit de nouvelles inventions qui n'ont aucun lien avec ces précédentes techniques de la sténographie qui permettaient la prise par l'écrit de la parole vive, et donc du coup, lors des sermons, lors des représentations de théâtre ou lors des discours politiques. Périodique, culture visuelle, si l'on se déplace du côté des réceptions ou des appropriations, il me semble que deux propositions paradoxales dans une certaine mesure ont été faites dans le colloque pour penser les relations entre le marché littéraire et les appropriations des textes. La première proposition est de considérer que les dispositifs typographiques qui constituent la matérialité du texte, parce qu'ils sont ceux de la matérialité du livre, ont finalement comme finalité, au XVIIIe siècle, et par rapport à certains genres, par exemple les romans, Clarissa, Pamela, Werther, Paul et Virginie, ont comme finalité de leur propre invisibilité, comme si la lecture, qualifiée d'absorption, d'immersion ou sentimentale, dans laquelle le texte est incorporé par le lecteur et dans laquelle le lecteur se projette dans le du texte comme s'il était un monde réel, cette incorporation et projection était rendue possible par le fait que tout ce qui était le signe visible d'une différence entre le monde du texte et le monde du lecteur devait être effacé. Et de là, cette proposition fondamentale, intéressante, paradoxale, qui est l'idée que la matérialité typographique est pensée, maniée, utilisée pour sa propre invisibilité, pour disparaître dans une relation immédiate, transparente, entre le cœur ou l'esprit du lecteur et de la lectrice et les aventures ou mésaventures des personnages du roman. Et de là, l'analyse qui montre comment, au XVIIIe siècle, est recherchée l'invisibilité des caractères, est recherchée la fiction d'une correspondance à l'intérieur d'un texte imprimé, où est utilisée, à contre-courant d'une évolution dominante, la ponctuation comme étant cette résonance d'oralité qui fait que le lecteur ou la lectrice participe des conversations entre les personnages. Reste dans cette perspective, évidemment, la pensée qui était aussi un grand débat par rapport à l'idée d'une propriété littéraire et du monde de la librairie, de la relation existante entre la pluralité de ces formes de publication des textes, en particulier romanesques, et de l'autre côté, l'idée qu'ils sont perçus comme des représentations plus ou moins fidèles, plus ou moins inexactes de l'œuvre. Et la question, c'est où est localisée cette œuvre, une sorte de
abstraction platonicienne, ou bien qu'elle ait pu être référée à ce que l'auteur a écrit, ou bien encore, pour certains, elle peut être identifiée avec l'une des éditions considérées comme l'œuvre elle-même et ensuite confrontée à toutes les autres éditions qui soit l'imitent, soit la trahissent. Première proposition qui me paraît tout à fait importante. La seconde proposition est celle qui a été discutée il y a peu sur l'utilisation de l'image ou de la métaphore du feu comme produisant, désignant les textes et les auteurs qui produisent ou expriment des passions, des affects, des émotions qui peuvent être considérées, à l'aune d'une autre perspective sur les Lumières, comme un péril pour la raison ou pour la justice. Et là, effectivement, une tension, je pensais en écoutant au texte de Bachelard, la psychanalyse du feu, dans lequel il considère que les images du feu sont les plus contradictoires que l'on puisse penser. Il parle de proté en parlant de la métaphore du feu, puisque dans ce livre, le feu peut être soit du côté de la poésie, soit du côté du diabolique, soit du côté de ce qui est nécessaire à l'humanité, ou bien la destruction de l'individu, du côté de la rêverie, ou bien du côté des combustions qui font disparaître les individus. Et cela fondé à la fois sur l'analyse de textes littéraires et sur l'analyse de textes de savoir. Du coup, on voit que cette image contradictoire du feu, non seulement peut être utilisée dans les conflits ou les controverses entre auteurs, dénoncés ou vantés parce qu'ils sont flamboyants, mais aussi peut être déportée du côté des lecteurs, puisque dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, les expressions qui caractérisent, là encore, avec ambivalence ou ambiguïté, les mutations des pratiques de lecture, se réfèrent à ce même répertoire, celui de la fièvre, celui de la rage. Et donc la relation à la culture imprimée est pensée avec les mêmes catégories ambivalentes, contradictoires et conflictuelles que peut être pensée l'écriture elle-même. Comme contribution au colloque, je voudrais maintenant évoquer peut-être d'autres modalités de la culture médiatique qui ont été peut-être évoquées, mais qui, dans un colloque suivant, pourraient devenir des communications entières. La première, c'est à l'intérieur du monde du livre ou du monde de l'édition, des transformations qui vont dans le sens de cette révolution. Et je pense en particulier à ce qui a pu être qualifié par les historiens du livre de triomphe des petits formats, en particulier les IN 12 ou plus petits même, IN 18 ou IN 24. Alors un des témoins les plus intéressants sur cette question est évidemment Louis-Sébastien Mercier. Tableau de Paris, je cite dans le tome 4, le chapitre 303, « La manie des petits formats a succédé à celle des marges immenses, dont on faisait le plus grand cas il y a 15 ans. Il fallait alors tourner le feuillet à chaque instant. On n'achetait que du papier blanc, mais cela plaisait aux amateurs. La mode a changé. On ne recherche plus que les petits formats. On a réimprimé ainsi tous nos jolis poètes. Ces livrets ont l'avantage de pouvoir être mis en poche, de fournir au délassement de la promenade et de parer à l'ennui des voyages. Mais il faut en même temps porter une loupe avec soi, car le caractère en est si fin qu'il exige de bons yeux. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de dissolution de la matérialité du livre, mais on a l'idée que de nouveaux rapports avec les œuvres qui sont publiées dans ces livres en petit format sont désormais possibles, et en particulier toutes les lectures hors cabinet, hors demeure, dans la promenade, le voyage, la déambulation. Et dans un autre des tableaux de Paris, enfin un autre des chapitres du
du tableau de Paris, le tome 2, chapitre 94, on a cette remarque de Mercier: on ne lit presque point à Paris un ouvrage qui a plus de 2 volumes. Nos bons aïeux lisaient des romans en 16 tomes, et ils n'étaient pas encore trop longs pour leur soirée. Ils suivaient avec transport les mœurs, les vertus, les combats de l'antique chevalerie. Pour nous, bientôt, nous ne lirons plus que sur des écrans. Écrans de cheminée, bien entendu. Donc, première une idée, ce serait de peut-être situer la Révolution là où elle n'est pas la plus perceptible. C'est finalement dans les pratiques de l'édition, mais qui elles-mêmes se peuvent trouver transformées par cette mutation de la forme, donc des usages du livre, et donc d'impliquer des relations du lecteur, et dans le cas de Mercier, mitigées, entre la perte de ce qui étaient les multivolumes du passé et puis ces modes pour les petits formats qui ont leur utilité, mais qui en même temps peuvent éloigner de certains textes. Deuxième modalité qui, me semble-t-il, a été évoquée, mais qui pourrait évidemment se trouver renforcée, c'est à propos des spectacles. Dans la mesure où on a pu voir comment, avec cette économie des spectacles, on pouvait être confronté avec des itinérances, des migrations, et en particulier les grands tours des musiciens ou des musiciennes, et pas simplement des sœurs Davis entre Vienne et l'Italie. On pouvait être confronté aussi à la construction, dans les cadres de l'individualisation, de la figure du comédien, de l'acteur, dont la personne déborde le rôle traditionnel. Et évidemment, ici, le cas de Talma serait fondamental, en se souvenant que c'est sans doute lui qui, dans sa représentation du rôle d'Hamlet, a réintroduit ce que Ducis avait supprimé dans sa entre guillemets traduction d'Hamlet, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec être ou n'être pas. Et donc, dans ce cas-là, la popularité, la visibilité du comédien a aussi un effet sur les formes de la transmission des textes et la réception ou le rapport avec la pièce de Shakespeare. Et pour les spectacles, ce qui a été montré était qu'il y avait à la fois une sorte de système d'information qui liait affiches, prospectus et journaux, annonces ou comptes rendus, et qu'il y avait du même coup une sorte de relation qui s'établissait entre les directeurs de troupes, les comédiens et les spectateurs à travers des échanges parfois aigres ou parfois enthousiastes, qu'on pouvait rencontrer dans la presse. Et ça me semblait comme une des illustrations exemplaires d'un des projets du colloque, qui était de montrer que des communautés de réception ne sont pas données d'avance, qu'on n'a pas à déduire d'une communauté déjà là, définie socialement ou par le genre ou par la profession ou par la génération, et des pratiques ou des productions culturelles qui sont propres. Et que là, il fallait changer de paradigme et penser que ces systèmes de relations et de publication étaient producteurs des communautés désignées comme médiatiques. Je pense qu'un autre élément pourrait être la visite. Et j'ai pensé à 3 types de visites, c'est-à-dire bien sûr une bien classique, la visite aux vivants, puisqu'il y aurait là Ferney et d'autres exemples. La visite aux lieux où ont vécu les personnes célèbres, Ermenonville, et une forme de visite médiatisée, et qui serait la visite ou réelle ou imaginée aux représentations de Pierre de ces grands hommes.
Alors l'exemple le plus fameux est évidemment la statue de Voltaire sculptée par Pigalle en 1770 pour être placée dans une des salles de la Comédie Française, initiative des salons parisiens, souscription qui a rassemblé les plus grands souverains de l'Europe et les hommes de lettres. Mais j'avais été frappé aussi par le fait que lorsque des statues n'existent pas, elles peuvent être désirées ou imaginées. Et je prends l'exemple, c'est dans l'histoire philosophique et politique des deux Indes, de Raynal, lorsqu'il imagine la liberté américaine et la première statue qui devra être érigée. Je cite, « Oh, Las Casas, tu fus plus grand par ton humanité que tous tes compatriotes ensemble par leur conquête. S'il arrivait, dans les siècles à venir, que les infortunées contrées qu'ils ont envahies se repeuplassent et qu'il y eut des lois, des mœurs, de la justice, de la liberté, la première statue qu'on y élèverait serait la tienne. On te verrait t'interposer entre l'Américain et l'Espagnol et présenter, pour sauver l'un, ta poitrine au poignard de l'autre. On lirait sur le pied du monument, dans un siècle de férocité, Las Casas que tu vois fut un homme bienfaisant. En attendant, ton nom restera gravé dans toutes les âmes sensibles, et lorsque tes compatriotes rougiront de la barbarie de leurs prétendus héros, ils se glorifieront de tes vertus. Puissent ces temps heureux n'être pas aussi éloignés que je l'appréhende. Et lorsque, c'est un chapitre que j'évoquerai, lorsque le temps des indépendances américaines est survenu, que le texte de Las Casas a été réédité à Bogota, dans les villes du Mexique, à Paris, à Philadelphie, à Londres, la préface de Don Servando Mir partageait, je ne sais pas s'il avait lu Raynal ou non, mais cette idée que la nouvelle forme de communauté devait se construire autour de cette première statue. Américains, la statue de ce saint manque parmi nous. Si vous êtes libre, comme je n'en doute pas, c'est un texte des années 1820 qui apparaît dans les éditions en espagnol de Las Casas pendant cette décennie. Je n'en doute pas. La première statue doit être élevée pour le premier et le plus ancien défenseur de la liberté en Amérique. Autour d'elle, formez vos pactes et entonnez vos cantiques en faveur de la liberté. Aucun encens ne lui pourrait être plus agréable. Je mettrai sur elle cette inscription, même procédé que chez Raynal, « Arrête-toi si tu aimes la vertu, passant ». Ceci est son image. Vénère Las Casas, qui fut de nos Indiens le père. Et donc, on pourrait avoir ce chapitre qui est, bien entendu, un chapitre à l'intérieur des voyages, mais qui serait spécifique de la visite aux morts, aux vivants et aux représentations des uns et des autres. Dernière observation sur cette question, c'est le problème qui a été traité plusieurs fois du rapport avec de la révolution médiatique et les différentes formes de l'oralité. Un aspect est la célébrité par la dénonciation, et cette dénonciation ayant une forme de circulation orale. Bruit public, rumeurs, mauvais propos, travail d'Arlette Farge, bien entendu, et donc une opinion qui, par cet échange des paroles, peut prendre distance par rapport à certaines figures. Et c'est une célébrité en négatif qui se construit dans ces échanges de la rue. On peut voir aussi cette célébrité en négatif dans la construction qu'avait étudiée Robert Downton de la circulation des chansons à l'intérieur du Paris du XVIIIe siècle. Et c'est justement contre ce risque-là d'une dénonciation injuste que Malesherbes ou Condorcet construisent leur opposition entre la circulation de l'écrit qui permet l'exercice de la raison et les enthousiasmes, les pulsions
les passions, parfois ou souvent mauvaises, qui sont celles liées avec la communication orale. Mais on a vu aussi une figure inverse, c'est-à-dire la critique par l'oralité, mais une critique des institutions, des pouvoirs. C'est le cas, évidemment, de la réception des nouvelles, soit par des journaux venus de l'étranger, soit par des journaux espagnols eux-mêmes à partir d'une certaine date, des nouvelles concernant la Révolution française, dans différentes formes de sociabilité dans cette Espagne du XVIIIe siècle, et qui, à mon avis, a cet aspect de pouvoir montrer une distinction entre cette forme d'oralité destructrice et, d'autre part, cette forme de conversation, échange qui peut inclure le divertissement ou la plaisanterie autour des nouvelles politiques. Alors j'en arrive aux 2 points de la conclusion. Le premier étant que le concept même de révolution médiatique a permis de situer les interventions, explicitement ou implicitement, dans des chaînes de transmission qui caractériseraient ce que l'on appelle maintenant des histoires connectées. Comme si les lumières médiatiques et une certaine forme de lumière globale étaient inséparables. De ce point de vue-là, il y a 2 modalités qui sont pensables. Une qui est la modalité géographique. D'une part, la circulation des hommes et des femmes, le chevalier de Saint-Georges étant un exemple topique, puisqu'on montre avec son cas que cette circulation, elle n'est pas simplement entre des espaces géographiques et des espaces sociaux, mais qu'elle peut être un voyage ou une migration ou une circulation entre des législations et des sociabilités, ou encore entre un destin exceptionnel, particulier, singulier, et des contraintes ou des préjugés largement partagés. Donc, cette circulation des individus singuliers, elle va au-delà, bien au-delà d'une sorte de géographie de leur déplacement. Deuxième mobilité, celle des circulations des objets, que ce soit des marchandises, des denrées alimentaires ou des textes sous la forme de la circulation des livres. Et les exemples qu'on peut montrer sont ceux à la fois de la présence des lumières européennes dans des bibliothèques latino-américaines, soit sous une forme qui peut être celle du livre philosophique, comme on l'a vu pour le cas des bibliothèques du Venezuela, ou qu'on pourrait le voir dans les cas des bibliothèques du Minas Gerais au Brésil, avec les travaux de Luis Carlos Villalta, la présence des philosophes, de la philosophie dans ces bibliothèques. Mais même s'il s'agit de lumières moins agressives, si ces lumières sont des lumières plus techniques, portant sur la botanique, l'agriculture, les métiers, cette circulation-là existe. Ce serait le cas de la politique éditoriale de l'Arco do Cego de Lisbonne et des livres envoyés dans la colonie brésilienne. Le fait intéressant étant que sur les 83 titres qui constituent cette bibliothèque envoyée dans la colonie, 45 sont des traductions. Et donc l'importance de la traduction que l'on rencontre dans le cas espagnol, qu'on peut rencontrer dans le cas des indépendances latino-américaines, avec les traductions des textes les plus fondamentaux de la Révolution française, serait aussi un sujet possible de réflexion et d'analyse. La troisième mobilité, c'est celle de la circulation, on l'a vu, des nouvelles. Et là, simplement pour rappeler
qu'entre 1806 et 1830, dans le monde latino-américain, ce sont 360 journaux qui ont été, là encore, plus ou moins durables, plus ou moins éphémères, qui ont été créés. Et une dernière migration est celle des techniques ou des technologies, non seulement celles que proposent des livres qui appartiennent à ce répertoire, mais aussi, comme on l'a vu, pour la reproduction des portraits, la présence aux États-Unis d'Amérique de cette technique qui a fait Flores dans le cas français, en particulier dans la période de la Révolution. Les effets en retour de ces circulations, dont certaines sont orientées de la métropole vers les colonies, ou de l'arrivée de produits, ou de l'arrivée d'acteurs depuis les colonies dans la métropole, serait évidemment d'analyser ce deuxième mouvement et de suivre plus encore qu'il ne ça a été fait, bien entendu, les Lumières américaines à Paris. Le cas de Benjamin Franklin est déjà très bien documenté, mais peut-être une attention portée à ce déplacement, puisque lors de la mort de Franklin, l'abbé Fauchet, à l'Assemblée nationale, déclare que Philadelphie est la capitale du genre humain. Et donc, j'ai retrouvé d'ailleurs dans une des images qui a été montrée que Philadelphie était utilisée comme une fausse adresse pour des livres qui sont publiés ailleurs. C'est-à-dire donc que l'abbé Fauchet avait été précédé par cette pratique éditoriale. Ou c'était le cas, évidemment, de la présence, non pas de la Révolution américaine, mais de la Révolution haïtienne dans l'Allemagne des Lumières. La conclusion serait peut-être la suivante. Je ne sais pas si je vais répondre à la question posée au début. Est-ce que le paradigme est mort? Les paradigmes ont souvent des carapaces robustes et des survies plus longues qu'on pouvait parfois le souhaiter. Néanmoins, ce qui reste très important, je crois, dans ce colloque, c'est que, clairement, il montre qu'on est entré dans une troisième âge de l'historiographie des Lumières. Si l'on admet que le premier âge était celui de l'histoire des idées et des institutions, soit dans la modalité française, qui était une modalité des études littéraires, fondée sur l'idée de bonheur, nature, énergie, soit dans la modalité italienne de l'école de Franco Venturi, et qui était une modalité liée à philosophie, jurisprudence, historiographie. Dans ce cas-là, l'espace du travail était un espace homogène linguistiquement. On peut penser à un deuxième temps de l'historiographie des Lumières, qui était celui, qui le peut être encore, de l'histoire socioculturelle. Ici, développé des deux côtés de l'Atlantique, et évidemment, on ne peut qu'avoir une pensée pour le travail de Daniel Roche dans ce jour et dans ce lieu, et qui est une histoire des Lumières fondée sur ou explorant l'histoire des consommations, l'histoire des appropriations, l'histoire des pratiques. Et le plus souvent, le cadre de cette histoire était un cadre soit national, soit un cadre de l'échelle monographique permettant une analyse en profondeur des documents, des archives ou des textes imprimés. Le troisième temps de cette historiographie serait sans doute cette histoire qui porte l'attention prioritairement sur les circulations, les émotions, les passions, les métissages culturels et les médias. Et cette histoire a comme espace un espace ou des espaces connectés. Donc, nouveau paradigme, peut-être, sans doute, mais déjà, comme acquis de ce troisième temps de l'historiographie des Lumières, trois affirmations, trois idées, trois principes qui me semblent absolument essentiels. Le premier, déjà évoqué, c'est de penser que les communautés culturelles ou médiatiques ou des formes de sociabilité
ou des types de sociétés sont produites par les médias, les chaînes de médias, les systèmes de médias. Et donc, la conclusion étant de ne pas donner priorité aux primautés, au découpage social. Deuxième affirmation, c'est la tension entre, d'un côté, un public qui est théoriquement illimité par une société de consommation, au pluriel, consommation, et d'autre part, la fragmentation de ce public théoriquement illimité par ou dans de multiples communautés d'intérêts, de multiples échelles de société, de multiples moments de sociabilité. Et donc, du coup, de prendre distance par rapport à l'idée d'une homogénéité d'un espace public plus ou moins ouvert aux catégories sociales avec son évolution, mais qui était comme un donné homogène, d'unité. Troisième idée, la pluralité contemporaine des durées historiques, puisque le travail a été mené ici sur trois types de durées. Le premier, c'est celui de l'actualité, celui de l'événement, de la réaction immédiate, de la circulation des nouvelles, de l'empressement à les recevoir ou à les commenter. Une deuxième durée, c'est celle des mémoires, que ce soit des mémoires individuelles, des mémoires institutionnelles, des mémoires sociales, et qui projettent ou situent cette actualité dans une durée qui est celle du mémorisé ou des mémorisables. Et une troisième durée, ce serait la durée des héritages qui, eux, sont déposés dans les bibliothèques des titres du passé, dans les archives non seulement du présent, mais de l'histoire des institutions. Et donc, du coup, c'est là brisé avec l'idée d'un processus qui peut être considéré comme inexorable du progrès des Lumières. Et donc, à cette temporalité du processus est opposée la multiplicité articulée ou désarticulée entre des temporalités qui sont celles de l'expérience, qui sont celles de l'étude ou qui sont celles de l'émotion. Cela, me semble-t-il, autant de matériaux intellectuels proposés à une nouvelle manière de penser le temps des Lumières. Et ces matériaux, ils ont été proposés par les magnifiques communications que nous avons entendues durant ces 2 jours. Merci. Merci infiniment, Roger, pour ces conclusions très, très denses, très riches, qui nous donnent beaucoup à penser et à méditer, qui ont même la générosité d'ouvrir sur un autre colloque, peut-être sur plusieurs colloques, sur des séries de colloques. Et je suis, à vrai dire, assez rassuré et satisfait que cette petite forfanterie collective de l'annonce d'un nouveau paradigme qui vous avait laissé un peu narquois dans la lecture du programme, finalement, grâce aux communications qu'on a entendues, finalement prennent en tout cas un tout petit peu de réalité. Donc, merci infiniment. Merci à toutes et à tous. On arrive donc au terme de ce colloque, de ces 2 journées qui ont été absolument formidables. Donc, j'en profite pour remercier à la fois mes camarades du comité d'organisation avec qui ça a été un plaisir d'organiser ce colloque. Remercier évidemment les intervenantes, les intervenants, les présidentes et présidents de séances qui ont animé ce colloque. Vraiment, toutes les communications étaient absolument passionnantes. Je crois que tout le monde a apprécié la richesse de ces 2 jours de discussion. Merci à tous ceux qui étaient présentes et présents, à ceux qui ont posé des questions et tout simplement à ceux qui ont assisté et fait exister cette communauté
de discussion sur les Lumières. Donc merci infiniment. Et encore une fois aussi, merci aux équipes techniques du collège, grâce à qui, vous l'avez remarqué, tout s'est passé absolument merveilleusement grâce à leur efficacité. Donc merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et bonne fin de journée. Merci.